Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Olivier. Très heureux de vous retrouver. Je suis très heureuse d'être là. Pour nous parler ce matin. Eh bien, j'ai une petite confidence à vous faire. Il faut que je vous Allez-y. raconte comment je prépare mes émissions. Alors, il y a bien entendu, je regarde la date du jour. Mais il y a aussi des personnalités que je découvre au fil de mes lectures et dont j'ai très très envie de parler. Et souvent, je les mets de côté en attendant que la date coïncide. Voilà. Et dernièrement, je suis en train de lire un livre sur l'histoire de la bombe atomique israélienne qui n'existe pas, comme vous le savez bien. sûr. Et en lisant ce livre, j'ai découvert un personnage haut en couleur et je voulais vous en parler. Et ce matin, je me suis dit, mais quand je me suis dit, quand est-ce qu'il est décédé ou quand est-ce qu'il est né, ce monsieur? Je regarde sur Internet et je vois qu'il est décédé un 6 décembre 1998. Et je me suis dit, allez, on va tenter un coup de bol. C'est quoi la date juive? Et il se trouve que j'ai eu de la chance puisque il est décédé le Chai Kislev, le 18 Kislev, et que c'est la date d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est ainsi, Olivier, avec cette introduction, que je vais vous parler ce matin d'Abby Feinberg. Alors, peut-être ça ne vous dit rien, Abby Non, pas Feinberg, du tout. mais on lui doit Mais énormément. c'est pour ça que je suis là ce matin, Exactement. pour en savoir plus. Alors, il est né en 1908, il est né aux États-Unis dans le quartier du Bronx à Manhattan, dans ce quartier où il y avait beaucoup de juifs. Lui était enfant de nouveaux immigrants. Vous savez, ces gens qui travaillaient souvent dans le monde du schmattes, dans le monde des vêtements, mais dans la confection, mais plutôt dans la petite confection. Ouais. Il grandit donc dans cette famille et puis il reçoit de bonnes bases juives. Et alors son père qui travaille donc dans un atelier, lui va réussir, son père va lui apprendre donc à travailler dans un atelier et lui va faire comme beaucoup de juifs américains de cette époque, seconde génération, qui vont devenir ce qu'on appelle en anglais des self-made men, des hommes qui vont se faire tout seuls, donc qui vont réussir économiquement tout seuls. Eh bien il va la nuit aller étudier. À cette époque on avait beaucoup des cours du soir pour tous ces juifs, pour tous ces gens qui travaillaient dans la journée. C'est ainsi qu'il va il va étudier donc le droit et ensuite il va avoir le flair des affaires. Et c'est ainsi que dans les années 1940, alors que la guerre va bientôt débuter aux États-Unis, qu'il se rend compte que la guerre va débuter et qu'il s'imagine que l'armée américaine va avoir besoin de sous-vêtements pour ses soldats. C'est ainsi qu'il va ouvrir une grande usine de sous-vêtements et il va fournir l'armée américaine donc en tricot, en slip, en caleçon. Très bonne idée. Et c'est comme ça qu'il va faire une grande fortune. Et dans ces mêmes années 40, eh bien, il décide d'essayer d'avoir de l'influence pour le peuple juif et il veut absolument rencontrer le président Roosevelt. Il veut rencontrer le président Roosevelt, il veut être en contact avec lui, il veut pouvoir influencer le président pour le peuple juif. Et alors, il va commencer à rentrer dans des milieux démocrates, puisque le président Roosevelt était un président démocrate, et il rencontre une personne, il lui dit, je veux absolument rencontrer le président Roosevelt. Et cette personne lui dit, écoute, je comprends, c'est beau de vouloir le rencontrer, mais tu ne vas pas y réussir. Commence déjà par rencontrer le vice-président. Commence par rencontrer Truman. Et puis ensuite, ça pourra t'ouvrir des portes. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à un congrès démocrate, même pas un congrès, un lunch, un petit déjeuner. Un déjeuner avec des petits sandwichs, etc. D'accord. Et le vice-président Truman entre. Et à cette époque, le vice-président n'était pas une personnalité qui était à ce point gardée, puisque ce n'était que le vice-président. Et puis, alors qu'il voit Truman dans la salle, il se rend compte qu'il y a 8 gardes du corps. Il regarde autour et puis il se rend compte que véritablement, il y a une constellation de gardes du corps qui sont tout autour du vice-président, un peu cachés, mais lui fait attention à ce détail. Il se dit, il y a quelque chose qui va pas. Et il se dit, il semblerait que Roosevelt ne va pas très bien et que puisque Roosevelt ne va pas très bien, Truman pourrait devenir président, puisque aux États-Unis, quand le président meurt, c'est le vice-président qui devient président. Et il comprend, et alors à cette époque-là, personne ne savait que Roosevelt était malade, à part les proches du président. Donc au gouvernement, tout le monde savait que Roosevelt était malade, et donc il a ce flair, et donc il va tout de suite commencer à se rapprocher de Truman, puisqu'il a l'accès et facilité, et c'est ainsi qu'il va devenir un des plus proches conseillers de Truman, en particulier pour tout ce qui touche au Moyen-Orient. Et il a vu juste, puisque en avril 1945,
Roosevelt meurt, Truman devient le président des États-Unis, et c'est Truman d'ailleurs qui reconnaîtra plus tard l'État d'Israël. Et c'est ainsi qu'il va être donc très proche de la personne la plus importante aux États-Unis. En devenant très proche de la personne la plus importante des États-Unis, il va tout faire pour mettre Israël en avant. Truman le considérera comme un véritable ami, comme un véritable conseiller pour tout ce qui touche à Israël. Et Abby Feinberg va lui rendre, puisque Abby Feinberg va être la personne qui, entre autres, au moment des élections, va lever les fonds. Il va être connu pour être le grand fundraiser. Il va lever tous les fonds en fait de la campagne démocrate pour permettre à Truman de gagner les élections. Donc ils vont véritablement avoir un lien privilégié, à tel point que souvent, quand Truman souhaitait s'adresser un peu plus tard au premier ministre israélien Ben Gurion, ou quand Ben Gurion voulait faire passer un message à Truman, on disait « Tell Abby ». Parle à Abby, c'est Abby qui fera passer le message, c'est Abby qui fera. Et alors, le pompon du pompon, si je peux me permettre, à part le fait que Abby Feinberg va être la personne qui va lever des fonds à partir de 1945 pour la Haganah, pour permettre à la Haganah de survivre et à l'État d'Israël, par le biais de la Haganah de survivre aussi. Il est connu, et ça c'est plutôt, personne n'en parle, mais il est connu pour avoir été contacté dans les années 50 par Ben Gurion. Et Ben Gurion lui a dit, écoute, voilà, nous avons besoin de créer une arme nucléaire. Je ne sais pas dans quel terme exactement. À cette époque, il y avait très très peu de personnes qui étaient au courant. Il a dit, on a besoin de beaucoup d'argent. Et Abby Feinberg va dire, il n'y a pas de problème. Il va réunir les 20 plus grands donateurs américains de l'époque. Si je vous dis Bronfman, c'est des noms qu'on connaît. Et il va les réunir chez lui un soir. Il va expliquer, à nouveau, je ne sais pas quels sont les termes qui ont été parfaitement utilisés de façon précise, puisque à cette époque-là, c'était véritablement secret. Et il va réussir à lever une somme faramineuse pour l'époque, 20 millions de dollars pour l'époque. C'est près de 250 millions de dollars de l'époque, afin de permettre la construction de Dimona, de la centrale nucléaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est le plus important, c'est que, bien entendu, les États-Unis étaient contre la création de la centrale nucléaire. C'est entre autres une des raisons pour laquelle c'est la France qui nous a construit Dimona. Et surtout, comme les États-Unis étaient contre, ils étaient contre la prolifération des armes nucléaires. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des armes nucléaires dans ce petit îlot qui est le Proche-Orient. Et surtout, c'est la raison pour laquelle c'était très compliqué de faire que ces donateurs américains fassent des dons aussi importants, puisque souvent ces sommes d'argent étaient débitées. En fait, vous savez comment ça marche aux États-Unis d'un point de vue philanthropique. Si vous faites un don très important, vous ne payez pas d'impôt dessus. Et donc, un peu plus tard, dans les années 60, c'est au moment de Kennedy que, à ce moment-là, le FBI, la CIA, a mis le doigt sur le fait que peut-être d'abord les Israéliens avaient une arme atomique ou étaient en train de la construire, et qu'ensuite l'argent avait été venu de philanthropes américains. La première problématique pour les Américains à cette époque, c'était est-ce que cet argent qui a servi à construire la centrale est de l'argent sur lequel les impôts n'avaient pas été payés. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, puisque vous savez qu'aux États-Unis c'est plus facile de vous attraper pour de l'évasion fiscale que pour autre chose, Al Capone. Donc on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, mais en tout cas c'était de Abby Feinberg dont je voulais vous parler matin, cet homme extraordinaire. Il n'est pas venu en Israël en fin de compte. Non, il est décédé dans le Upper East Side à Manhattan en 1998, donc à la date d'aujourd'hui, c'est son Yahrzeit aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est parti, et on lui doit beaucoup, et c'était l'occasion ce matin de lui dire merci. Votre coup de cœur. Voilà, exactement, mon coup de cœur historique du matin. Merci beaucoup Eliana. Avec plaisir. On se retrouve en fin d'émission, et maintenant c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.